Vivre FM Podcast. 11h midi sur Vivre FM. La vie des entreprises. Annelise Farcoa. On le sait, aujourd'hui, il n'est plus question d'imaginer une vie professionnelle dans la même entreprise sans aucune rupture. Il faut se préparer à plusieurs vies professionnelles avec des changements de boîte et même aussi, pourquoi pas, des changements de métier. Alors, comment anticiper ces changements? Comment s'adapter lorsque nous sommes confrontés à une rupture professionnelle et comment rebondir? C'est de cela dont nous parlons ce matin tout au long de l'émission avec mon invitée Mireille Garola. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes associé gérant groupe 3C. Vous venez de faire paraître Changer de vie en milieu de carrière aux éditions Erol. Vous allez nous expliquer vos activités et nous donner un petit peu du contenu de votre ouvrage et les concepts que vous y développez. Merci à vous qui nous suivez. Je vous souhaite à tous une très belle journée. La vie des entreprises. Jusqu'à midi sur Vivre FM. Bienvenue dans la première partie de la vie des entreprises, cette émission dans laquelle, vous savez, nous abordons tous les aspects de la vie professionnelle. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux personnes qui, pour une raison ou une autre, souhaitent changer de vie professionnelle en milieu de carrière. Que ce soit à la suite d'un licenciement, d'un accident de la vie, d'une maladie ou même par choix d'un changement de carrière. Alors comment rebondir professionnellement et continuer à s'épanouir dans son travail? C'est ce dont nous allons parler tout au long de l'émission avec Mireille Garola qui est avec moi ce matin à l'occasion de la parution de son ouvrage Changer de vie en milieu de carrière aux éditions Erol. Alors Mireille, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux. Pouvez-vous nous parler de votre propre parcours professionnel? D'où venez-vous, Mireille Garola? Bien sûr. Alors d'abord, mon âge est très important pour traiter de ce type de sujet. J'ai aujourd'hui 51 ans. J'ai commencé à travailler en 1987 et au départ, j'étais financière. Donc j'ai travaillé dans des mises en place de direction financière, de contrôle de gestion. Ensuite, j'ai travaillé... Ça fait pas rêver, hein? Non, ça fait pas rêver du tout. C'est bien pour ça que j'ai décidé de changer de vie relativement rapidement aux alentours de la trentaine. Et je suis devenue directeur général et directeur des opérations, donc quelque chose beaucoup plus hands-on, dans une société américaine qui s'implantait en France et en Europe. Et cette aventure a duré 6 ans et elle était juste magique. Ensuite, pour des raisons que vous connaissez probablement parce que vous êtes une femme aussi, j'ai eu besoin d'élever mes enfants et c'est très difficile à faire quand vous êtes chef d'entreprise en France et que vous voyagez à l'étranger. Et je suis devenue secrétaire générale d'un cabinet d'avocats d'affaires où j'ai travaillé principalement sur des problématiques de DRH et de comment faire que les gens s'entendent dans un environnement extrêmement concurrentiel. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre les prémices de mon métier. Et depuis 6 ans maintenant, j'ai repris un cabinet de coaching et de transition professionnelle qu'on appelle, avec un terme que j'aime pas beaucoup, qui s'appelle outplacement. Et depuis 5 ans, donc maintenant 6 ans, j'accompagne des gens en transition professionnelle. Et mes principaux clients, ou du moins mon cœur de cible, ce sont les gens entre 40 et 55 ans qui se disent comment retrouver du sens dans ma carrière. Parce que c'est vrai que on dit beaucoup, on parle beaucoup de mal-être au travail en ce moment parce que pour des raisons diverses et variées, effectivement, les secteurs concurrentiels, les mésententes entre collègues, une mésentente avec la hiérarchie et puis tout à coup, il y a un ras-le-bol. Exactement. On a des problèmes, on peut voir ça au niveau individuel et c'est ce que je suis avec mes clients tous les jours, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a un problème peut-être sociétal qui est un peu plus important, qui fait qu'on est dans une logique financière et de productivité de plus en plus forte. Et malheureusement pour les gens de ma génération, donc qui ont 50 ans et plus ou qui commencent à avoir aux alentours de 40 ans, les problèmes qu'on leur a faits au moment où ils sont sortis de leurs études, qui étaient que demain serait mieux qu'aujourd'hui et qu'il y avait des règles qui fonctionnaient, c'est-à-dire que si on faisait bien les choses, qu'on les faisait un peu plus intelligemment, qu'on les faisait avec beaucoup d'honnêteté et qu'on les faisait en y mettant tout son cœur, ça fonctionnait. Et depuis 2008 et 2009, c'est plus tout à fait le cas. Et je me retrouve avec souvent des gens qui sont très bien connectés, neuronés et qui ont fait des brillantes études ou qui ont fait moins d'études et qui jusque-là fonctionnaient avec certaines règles, celles de savoir comment faire du commercial, celles de l'entente avec autrui et de la création de contacts. Et toutes les choses qu'ils avaient mis en place pendant leur première partie de carrière, c'est-à-dire pendant 20 ou 25 ans, malheureusement aujourd'hui, tout est remis en question. Alors ça peut être remis en question soit à l'issue d'un départ en général plutôt à l'initiative de l'entreprise et à ce moment-là ils sont obligés
de se poser la question de savoir pourquoi ça ne fonctionne plus, mais ça peut aussi, et souvent c'est beaucoup plus grave à mon avis pour la personne individuelle, être alors qu'ils sont encore dans l'entreprise et petit à petit ils sentent qu'ils ne font plus partie de l'entreprise parce que les règles ont changé, parce qu'on leur a pas donné les nouvelles règles ou tout simplement qu'on cherche à se séparer d'eux d'une façon peut-être moins élégante que celle qui consiste à leur faire un chèque et à leur dire essayez de trouver ailleurs. Donc ça s'appelle du harcèlement léger. Voilà, et ça peut être il y en a très insidieux énormément. et Ça peut être très insidieux et souvent j'ai des gens qui jusque-là fonctionnaient très bien, qui en 18 mois se retrouvent dans une position psychologiquement extrêmement précaire et qui se disent que tout est de leur faute. Alors la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est avant tout pour leur dire ce n'est pas de votre faute et arrêtez de culpabiliser, ça c'est la première chose. Ça arrive de plus en plus alors que ça n'arrivait pas, vous n'y êtes pas préparé, personne n'y est préparé et c'est un phénomène qui est extrêmement important dans les sociétés à l'heure actuelle, pas dans tout heureusement, mais il commence à se mettre en œuvre malheureusement. Et la deuxième chose, c'est si vous vous remettez en cause, n'ayez pas de culpabilité, dites-vous simplement que les règles ont changé et qu'il va falloir que vous utilisiez toute votre intelligence ou vos sens critiques et pratiques pour mettre en œuvre d'autres règles qui sont en train de se mettre en place dans le monde du travail. C'est pas forcément des règles meilleures, c'est pas forcément des règles plus mauvaises, ce sont des règles qui sont différentes. Mais alors, il est impératif de les apprendre. Ces personnes qui sont comme ça touchées par ce que vous appelez du harcèlement léger, ça peut les amener jusqu'au burn-out? Bien sûr. Et alors là, il faut aussi les remonter, ces personnes-là. Bien sûr. Parce que arriver jusqu'au burn-out, arriver jusqu'à effectivement l'idée de se dire c'est de ma faute, comme vous dites, je n'y arriverai plus, je ne suis plus bon à rien. Il faut sacrément faire un sacré boulot parce que c'est pas facile. Pas simplement, il suffit de prendre conscience que les règles du jeu en termes économiques ont changé, tout simplement en termes de macroéconomie. La croissance n'est plus là, vous le lisez partout, et elle va probablement avoir des difficultés à être là pendant les prochaines années. Et donc toutes les règles d'entreprise ou même de choix d'études qu'on a fait quand on était beaucoup plus jeune, qui consistaient à dire que demain sera mieux et demain sera plus facile et on va pouvoir prendre la place de notre chef et ça fait partie de l'évolution normale. Tout ça, ça n'existe plus vraiment. On est une génération qui est peut-être un petit peu sacrifiée. Je parle toujours de ces gens qui sont en milieu de carrière, qui sont d'entre les gens qui ne veulent pas partir à la retraite. Et c'est normal parce qu'ils savent pas de quoi demain va être fait et si leur retraite va pouvoir perdurer. Et les jeunes qui arrivent avec ces nouvelles règles qu'ils savent parfaitement utiliser, qui sont dans un monde digital, qui sont dans un monde numérique, qui sont dans un monde de partage et plus dans un monde de hiérarchie. Et ma génération au milieu, et qui savent que de toute façon, ils vont pas avoir une qu'ils savent eux qu'ils ne vont pas avoir de retraite. Ou du moins pas la nôtre en tout cas, pas celle qu'on imagine. Et cette génération à laquelle je m'adresse dans ce livre, c'est la mienne, c'est celle qui ne sait plus comment agir entre les règles qui fonctionnaient pour leurs parents et les règles qui fonctionnent pour leurs enfants. Et ils se disent j'ai raté quelque chose, je ne suis pas bon. Non, ils n'ont pas raté quelque chose, c'est juste que l'environnement change. Ils ont très bien fonctionné jusque-là dans des environnements différents. Il faut juste qu'ils apprennent de nouvelles règles et qu'ils se réadaptent. Donc mon message, c'est ce n'est pas vous, c'est l'environnement. À partir du moment où vous ne vous dites pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je vais passer chez un psy, ou je me mets au fond de ma couette, ou je pars en vacances, ou je pars méditer, ce qui peut très bien aider aussi, mais qui n'est pas nécessaire. L'idée, ça consiste à dire je prends du recul par rapport à la situation et qu'est-ce qui se passe, comment je fais. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes, cette réflexion-là? Non, ça touche probablement plus les hommes que les femmes, parce que les femmes, comme vous l'avez fait expliquer en début d'émission, en général ont eu plusieurs contraintes et plusieurs vies professionnelles à cause de contraintes qui sont mon mari travaille aussi, donc quelqu'un doit s'occuper des enfants et on n'est pas toujours en 50-50 ou pas forcément au même moment. Et donc du coup, elles ont déjà l'habitude de se remettre en cause dans un environnement qui leur demande tout et son contraire. Oui, elles sont plus adaptables. Et donc, elles ont forcément poussé moins leur réussite puisque ça consiste à aller dans un environnement donné en privilégiant cet environnement et en laissant tomber un peu le reste. Donc elles ont été probablement souvent moins loin, mais par contre, elles savent beaucoup mieux jongler. Et la population qui, aujourd'hui, a le plus de mal à s'habituer à ces nouvelles règles sont des gens qui, jusque-là, ont super performé, selon des règles anciennes, et qui se retrouvent du jour au lendemain remis en cause sur leur mode de fonctionnement. Ça doit être encore plus difficile. C'est beaucoup plus difficile pour les hommes que pour les femmes aujourd'hui. Et puis, effectivement, pour les hommes qui, vous le dites, ont réussi. Performé. Qui ont réussi. Et un homme qui a réussi aujourd'hui se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Et en fait, il n'a rien raté du tout. C'est juste qu'il faut qu'il fasse différemment. Et ça s'apprend.
Et ça prend. Alors donc vous les conseillez, vous les coachez, comment vous appelez ça? Je les coach, je les accompagne et je fais surtout quelque chose qui pour moi est le plus important. Je ne leur donne pas de recettes, je ne leur donne pas de but et je ne leur donne pas de conseils. J'essaye de leur montrer qu'en utilisant leur skill set ou leur intelligence ou leur tout ce que vous voudrez, savoir-être, et en le mettant au service d'eux-mêmes, au lieu de le mettre au service d'une entreprise qui soit les harcèle, soit n'en veut plus, soit les a mis dehors, ils ont absolument en eux-mêmes tous les moyens de retrouver ce qui leur conviendra pour recréer une vie professionnelle future, quelle qu'elle soit. Alors, et donc la démarche d'analyse, ça consiste d'abord à dire je mets toutes mes ressources à mon profit et tourner vers moi avant de les tourner vers une entreprise qui pour l'instant ne sait pas très bien où elle va et pour l'instant ne sait pas non plus quel rôle elle va me donner. Et ça, c'est la première démarche. Alors, votre livre s'adresse effectivement à toutes les personnes qui se retrouvent en situation de changer de carrière, exactement. C'est-à-dire que ce soit par obligation, parce qu'elles ont été licenciées, que ce soit parce qu'elles ne peuvent plus aussi assumer leur travail parce qu'elles ont eu un accident, elles ont eu une maladie, ou que ce soit par choix, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont envie de changer parce qu'ils ont envie de... ils ne s'épanouissent plus dans leur travail. On continue à en parler dans la suite de l'émission, mais pour l'instant, on fait une courte pause musicale. Vous écoutez La Vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM. Vie des entreprises, deuxième partie. Dans quelques minutes, vous retrouverez votre espace coaching, les 3 minutes pour l'emploi. Mais pour l'instant, nous sommes toujours en compagnie de Mireille Garola, coach en accompagnement professionnel et auteur de l'ouvrage Changer de vie en milieu de carrière aux éditions Erol. Ça fait rêver quand même parce qu'on se dit oh là là, ça fait peur et ça fait rêver. Ça fait très peur et c'est normal que ça fasse peur parce que tout changement fait peur et s'il ne faisait pas peur, ça consisterait à dire qu'on prend des vieilles recettes et qu'on les plaque dans le futur, ce qui est exactement ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc, alors, bien évidemment, l'inconnu fait peur. Vous recevez, vous nous l'avez dit, et d'ailleurs ce livre s'adresse aussi bien aux personnes qui ont tout à coup envie de se reconvertir ou qui sont hors poste, les deux, voilà. Exactement. Donc quand on a envie, quand on se dit ça fait 20 ans que je fais le même boulot, je m'ennuie, j'ai envie de changer de vie, bon ça c'est assez positif, mais on ne sait pas forcément vers quoi se tourner. Alors, ça c'est effectivement la chose qui fait le plus peur, mais d'un autre côté, quelqu'un, aussi, exactement, mais quelqu'un qui se dit, ça fait 20 ans que je fais le même travail, je m'ennuie, il a quelque part un germe qui fait qu'il va être obligé de changer, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'a plus cette flamme qu'il a animée à un moment donné quand il l'a choisi, et qu'il va être moins prêt à s'investir et à faire, je mets des guillemets, des sacrifices pour son entreprise que ce qu'il avait été prêt à faire les années d'avant. La mauvaise chose, c'est que dans un contexte hyper concurrentiel, souvent son employeur va s'en rendre compte. Et donc du coup, cette personne va avoir de moins en moins de responsabilités ou va être de moins en moins sollicitée. Et ça ne va pas être de sa faute, mais ça va être un peu comme dans une relation amoureuse quand on est jeune, adolescent, ça va être une sorte de désamour qui va se créer. Et si la personne a ce sentiment à un moment donné où elle est bien dans son poste et elle se dit « mais je me vois pas encore faire la même chose pendant 20 ans », il est essentiel qu'elle commence une réflexion sur cette chose, soit pour se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je n'ai plus, et comment est-ce que je réenchante, non pas ma vie comme dirait Attali, mais comment est-ce que je réenchante mon métier. Et ça peut l'amener à rester dans la même société, mais à faire d'autres choses ou à les faire différemment, auquel cas elle aura gagné. Ou ça peut l'emmener aussi à se poser la question de savoir pourquoi elle a fait ça. En général, dans ces cas-là, elle se dit qu'elle n'a pas fait le métier qu'elle aurait voulu, mais qu'elle l'a fait pour plein d'autres raisons, faire plaisir à sa femme, faire plaisir à son conjoint, faire plaisir à ses parents, avoir une recherche financière. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, si elle fait une vraie analyse honnête, elle se rendra compte qu'elle n'a pas les moyens de réenchanter ce job. Et que donc, avant que son employeur se pose la question de savoir si cette personne va rester encore 5, 10 ou 15 ans, il faut qu'elle ait trouvé la solution B, qui deviendra probablement la solution A, qui est dans quel type de métier ou d'occupation je vais pouvoir retrouver cette flamme que j'avais il y a 20 ans. Et ça, c'est très important. Comment vous vous y prenez? Parce que c'est pas toujours facile, effectivement, quelqu'un qui vous dit, bon voilà, moi je travaille, je sais pas, dans les assurances depuis 20 ans, je m'ennuie, je ne sais pas ce que je sais faire d'autre. C'est très facile. Ah. En fait, c'est très facile. Mais c'est très facile parce que on
on ne se pose jamais la question comme ça. La question ne consiste pas à dire « je suis dans les assurances, qu'est-ce que je peux faire autour des assurances ?» Ça, c'est quelque chose de facile que les gens font à chaque mini changement de job. C'est du style, qu'est-ce qu'une expérience d'assurance peut intéresser, qui ça peut intéresser. Ça, je veux dire, c'est facile et on a tous eu plusieurs expériences professionnelles en général et on a tous déjà fait cet exercice. L'exercice que je propose est peut-être un peu différent et j'appelle ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faudra faire un CV ou une offre de service ou une biographie. Enfin, on donne le nom qu'on veut. Biographie, carrément. Pourquoi pas, bien sûr. Mais il faudra, à un moment donné, se présenter. Quelle que soit cette forme de présentation. Et cette forme de présentation, celle que je propose, elle est en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'elle ne va pas consister à vous présenter en disant, voilà, j'ai été tant d'années dans cette société, j'avais tel titre et j'ai fait telle tâche et éventuellement j'ai réussi telle chose. Ça, je veux dire, ça fait partie des règles communes et c'est facile à faire, il suffit de passer à peu près 2 jours au calme. Ce qu'il est plus compliqué de faire, et la chose pour laquelle on ne se pose pas la question et qui pourtant est facile à mettre en œuvre, c'est de savoir ce qu'on y a fait et ce qu'on y a fait avec plaisir. À partir du moment où on réintègre la notion de plaisir dans la notion de travail, j'appelle ça faire un CV ou une présentation en 3 dimensions. C'est-à-dire, j'ai fait telle chose pendant tant de temps avec tel titre dans telle société, mais voilà ce que j'ai fait avec plaisir, voilà comment je l'ai fait, et là on y met des verbes d'action, et voilà les résultats auxquels je suis arrivé. Et à ce moment-là, la présentation que vous faites change complètement, parce que quand vous arrivez à identifier ça, et il y a des exercices, notamment dans le livre que j'ai écrit, pour permettre de faire atterrir son rêve, on devient un interlocuteur crédible parce qu'on parle de choses qu'on aime et on explique comment on le fait. Donc là, on rentre complètement dans ce que les outplacers appellent du savoir-faire ou du savoir-être transférable. Et on peut oublier quelle était la position et on peut oublier quel était le secteur. Puisque vous avez déjà réussi quelque chose et que quelqu'un vous embauchera ou quelqu'un vous fera confiance ou quelqu'un travaillera avec vous pour quelque chose que vous avez réussi. Et là, du coup, quand vous déterminez réellement quelle est votre signature, c'est ce que j'appelle votre ADN professionnel, c'est quelque chose qui se moque du secteur et c'est quelque chose qui se moque du titre. Alors, je voudrais rebondir sur la notion de plaisir que vous avez citée. Est-ce que c'est vraiment rentré dans les mœurs que on doit travailler en se faisant plaisir? Est-ce que ça fait pas un peu dilettante? Est-ce que on n'a pas toujours cette notion de bah oui, on travaille parce qu'on travaille pour gagner l'argent, et ça fait mal et ça doit être douloureux. Oui. Eh oui, mais la génération qui vient avec nous, la Y, la Z, elles ont bien compris que la notion c'était le plaisir. Et elles ne font que ce qui leur fait plaisir et regardez comme elles arrivent à être super efficaces. Donc l'idée, pour revenir sur ce que je disais en première partie, nous coincer entre la génération des baby-boomers, qui sont nos parents, qui nous expliquent que tout se fait par devoir et que si on suit la règle, forcément on va être promu et on va y arriver. Et la génération de nos enfants qui nous explique que maman, comment te dire, ça me plaît pas donc je vais pas le faire, notamment ranger ma chambre, quelque part nous, on a 2 choix. Soit on reste là où on est et on dit on n'est ni les uns ni les autres, on est perdu parce qu'on n'a pas notre place, soit on dit on est une génération qui est capable de faire le lien et on va prendre le meilleur de chez nos parents et le meilleur de chez nos enfants et on se réinvente. Et là, vous avez des choses, un univers de possibles qui est juste fabuleux. Alors, on a parlé des personnes qui ont envie de changer de voie professionnelle. Il y a aussi toutes les personnes qui sont obligées de changer de voie professionnelle. Alors, on pense peut-être aux personnes qui ont eu un accident, qui ont développé un handicap, qui ont été malades, une maladie, qui ne peuvent plus assumer leur travail. Ça aussi, vous pouvez accompagner ce genre de personnes? Bien sûr, parce que, comme d'habitude, si vous prenez quelque chose que vous avez fait dans un univers professionnel et que vous cherchez à le dupliquer, effectivement, un accident apparaît comme quelque chose qui rend la duplication impossible. Donc vous vous dites, et vous paniquez, vous dites, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si vous regardez... Maintenant que je suis diminuée... Maintenant que je suis, entre guillemets, diminuée. Maintenant, vous savez probablement encore mieux que moi, parce que dans cette radio, c'est votre cœur de cible. Quelqu'un qui est diminué sur quelque chose, c'est un peu comme le mari super performant versus la femme à la maison, ou la femme qui essaye de jongler avec toutes ses activités. C'est quelqu'un qui développe aussi des compétences sur d'autres choses pour combler cette diminution ou ce handicap ou cette maladie. Donc l'idée, ça consiste à dire qui je suis aujourd'hui et comment je fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce qui fait ma force aujourd'hui ou mon unicité, comment je fonctionnais avant,
qu'est-ce qui est transférable dans mon nouveau moi et qu'est-ce qui n'est pas transférable dans mon nouveau moi. Une fois que vous avez la nouvelle identité de la personne, qui doit aussi aller chercher dans son passé, parce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, ce qu'elle a réussi, pourquoi elle l'a réussi et comment elle fonctionnait, et est-ce que c'est toujours faisable ou pas de fonctionner comme ça en ayant ce handicap, cette diminution, cette maladie, vous allez avoir quelqu'un qui va être quelqu'un de nouveau et qui va avoir et les qualités qu'elle aura développées pour faire face à cette difficulté, mais aussi des tas d'autres choses qu'elle peut emmener avec elle. Et là, on peut réinventer un métier, un univers professionnel, une personnalité. Vous restez avec nous, Mireille Garola. On continue notre discussion sur la meilleure façon de changer de vie professionnelle en milieu de carrière. Et pour l'instant, on fait un petit détour vers les 3 minutes pour l'emploi. Une question, une réponse de notre coach. À tout de suite. Myriam nous a laissé un message sur notre page Facebook de Vivre FM. Elle est à la recherche d'un emploi et en situation de handicap. Elle nous demande si elle doit se tourner vers Pôle emploi ou Cap emploi. Frédéric Loto, vous êtes producteur de Handy Today. Quelle est la différence entre les deux ? Alors les deux travaillent en coopération déjà et les deux vont toucher au handicap, évidemment a fortiori Cap emploi, mais Pôle emploi aussi. La première interlocuteur de Myriam, c'est d'abord Pôle emploi. Systématiquement, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, a priori, dans un circuit traditionnel, tout dépend de son degré de handicap, et a priori, premier interlocuteur Pôle emploi qui ensuite éventuellement l'orientera vers des cellules d'accompagnement un peu plus spécialisées et personnalisées, que sont notamment les Cap emploi. Parce qu'il y a un service dédié pour les personnes handicapées au Pôle emploi. Il y a un service dédié, effectivement. Il y a une classification des personnes en situation de handicap. Il y a un fichier de 470 000 personnes, je crois, aujourd'hui, qui sont répertoriées en situation de handicap et en recherche d'emploi chez Pôle emploi. Le seul problème, c'est que Pôle emploi ne peut pas traite déjà des cas particuliers de compétences et de parcours. Et l'ajout du traitement d'un handicap relève d'une autre compétence que celle que peuvent avoir les conseillers de Pôle emploi. Donc c'est la raison pour laquelle à un moment, entre guillemets, quand ça leur échappe, quand une partie du conseil qu'ils peuvent apporter aux candidats leur échappe, ils le confient dans ce cas à d'autres types de structures et notamment Cap emploi. Donc ça veut dire à partir d'un certain degré de difficultés particulières qu'ont certaines personnes ? À partir d'un certain degré d'impact de la situation de la personne sur sa capacité de trouver du travail et de travailler tout court. C'est pas forcément, on va pas jauger ça à l'aune de 2 jambes ou 2 bras, s'il en manque ou pas. C'est surtout quel va être l'impact pour trouver du travail dans la branche dans laquelle est spécialisé le candidat. Si c'est trop fermé, il va falloir le reconvertir, il va falloir faire des choses que Pôle emploi va pas forcément pouvoir correctement accompagner. Et à ce moment-là, il y a des gens un peu plus spécialisés, un peu plus au courant en fait des circuits que peuvent employer ces candidats, et ça ira logiquement plus vite. Vous écoutez La Vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM. C'est déjà la 3e partie de La Vie des entreprises. Nous parlons ce matin avec Mireille Garola de la façon de mieux rebondir lorsqu'on a perdu son emploi, puisque vous venez de faire paraître Changer de vie en milieu de carrière aux éditions Erol. Alors, on l'a dit, Mireille, ce livre s'adresse à toutes les personnes qui ont envie ou qui sont obligés de changer de vie professionnelle. Plutôt des gens en milieu de carrière, donc ça veut dire entre 40 et 55 ans, c'est ça ? Oui, entre 40 et 55 ans, parce que cette classe d'âge a une particularité que n'ont pas les autres. D'abord, on en a parlé, c'est une classe d'âge qui est au milieu entre de différentes façons de fonctionner sur des règles, mais ce sont aussi des gens qui, quelque part, n'ont plus le même moteur interne pour fonctionner en entreprise. Jusqu'à 40 ans, quelles que soient les conditions difficiles que vous pouvez rencontrer parfois, vous vous dites ça n'est pas grave, j'apprends. Et donc je forme mon expertise où je vais gagner plus. Il y a toujours quelque chose qui vous fait tenir parce que vous êtes en processus d'apprentissage. À partir d'une 40aine d'années, vous rentrez dans le process où vous avez des pairs et où c'est vous qui donnez quelque chose à l'entreprise. L'entreprise vient vous chercher pour votre expertise. Donc si on vient vous chercher pour votre expertise et qu'on vous traite mal, ça devient beaucoup plus difficile, ou si vous ne trouvez pas votre place, ça devient beaucoup plus difficile de performer. Donc ce type de problématique en général commence aux alentours de 40 ans. Alors il y a aussi le cas où une personne qui a été salariée pendant toute sa vie peut se dire maintenant j'ai envie, j'ai l'impression que j'ai acquis. Je suis capable. Voilà. Je suis capable, et ça c'est magique. C'est à la fois quelque chose qui est magique et qui ouvre des tas de possibilités. C'est à la fois quelque chose qui fait très peur aussi, parce que quand on quitte un univers enveloppant d'une entreprise, que vous vous sentiez bien
ou pas, que ce soit pour des raisons avérées de mal-être ou pas, quelque part, vous êtes un peu dans la position d'un adolescent chez ses parents où si le menu du soir vous plaît pas ou si on vous dit qu'il faut rentrer à 10h du soir, vous dites « Ah oui, mais il m'embête ». Ok, d'accord, mais il y a une règle et vous êtes quand même super protégé. Protection qui vous plaît ou pas. Quand vous êtes dehors, tout ce que l'entreprise vous apportait, c'est-à-dire ces règles, il faut que vous les déterminiez pour vous-même, que vous soyez votre propre patron, que vous réagissiez en même temps comme un entrepreneur et comme un salarié, le salarié de vous-même. Et là, l'univers et l'inconnu peuvent faire peur. Et comme un manager, parce que ça non plus, c'est pas facile d'embaucher ses premiers salariés. Exactement. Et puis de les manager. Ça devient, vous devenez un chef d'orchestre. Ouais. Et c'est vous qui déterminez la direction de l'entreprise et vous-même vous allez aller. Donc si ça ne marche pas, c'est entièrement de votre faute. C'est toujours compliqué d'affaire. C'est pas évident, mais c'est toujours passionnant. Alors, il y a aussi, vous le dites dans votre livre, quelquefois, quand on a travaillé pendant plusieurs années dans une même entreprise, on n'a fait qu'un seul CV dans sa vie. Tout à fait. On a fait un CV à 25 ans, et puis après, on a travaillé pendant 20 ans, et la façon de faire le CV il y a 20 ans n'est plus du tout la même que la façon dont on fait le CV aujourd'hui. Bien sûr. Donc il faut réapprendre ça. Il faut réapprendre à faire un CV, il faut réapprendre à savoir ce qu'on a fait, il faut réapprendre à se présenter. Et le CV, je dirais aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, est probablement la chose la moins importante. Ce qui est le plus important, c'est de savoir articuler, j'arrive pas à trouver de verbe plus exact, articuler réellement qui l'on est, la valeur ajoutée que l'on apporte et déterminer qui cela peut intéresser. Après, quelle que soit la façon dont vous communiquiez ça, que ce soit sous forme de blog, que ce soit sous forme de mini CV sur LinkedIn, que ce soit sous forme de présentation orale, mais bien sûr le CV est devenu un des outils et c'est celui probablement qu'on demande en dernier au moment où, face à une banque, vous allez avoir besoin d'un prêt pour racheter votre boîte ou pour la faire se développer, ou alors quand vous êtes en phase finale de recrutement. Mais pour un quarantenaire, le CV est un outil parmi les autres. Il a son réseau, il a qui il a la façon dont il se présente en réunion ou tout simplement en face à face. Et c'est au moins aussi, si ce n'est plus important qu'un curriculum vitae. Et effectivement, le moment du recrutement, la phase où on se retrouve face à un manager, un nouveau manager, qui quelquefois peut être plus jeune que nous. Exactement. Ça, c'est pas facile non plus. Comment on se présente, comment on parle de soi. Alors là, il faut être très clair sur qui on est, sur ce qu'on veut et sur pourquoi on veut le job. Parce que si on est dans cette vieille logique dont je vous parlais, qui consiste à dire je vais prendre la place de mon patron, je vais gagner plus, quand vous vous retrouvez avec un patron qui est plus jeune que vous, qui n'a pas fait les mêmes études, qui fonctionne complètement différemment, quelque part, vous risquez d'être mal à l'aise, il va le sentir et il vous prendra pas. Et ça, c'est ce qui fait que pendant les 5 dernières années, on a dit que les cinquantenaires avaient beaucoup de difficultés sur le marché de l'emploi. Maintenant, heureusement, ces cinquantenaires que j'accompagne ont énormément évolué de façon individuelle et collective. Et à partir du moment où vous avez fait votre plan de vie, et vous savez pourquoi vous voulez ce job, et vous savez ce que vous allez y trouver, et ce que vous ne souhaitez plus y trouver, parce que ça ne vous intéresse plus, par exemple la gestion de collaborateurs, ou par exemple ce type de choses, et vous vous présentez comme un expert, ou comme un facilitateur, ou comme quelqu'un qui a des choses à apprendre dans des domaines qu'il ne connaît pas, ou des façons de fonctionner qu'il découvre, à ce moment-là, vous montrez à la personne plus jeune que vous que vous n'êtes pas là pour prendre sa place, que ça ne vous intéresse pas. Donc vous le mettez tout à fait à l'aise, pas en le disant, mais par votre comportement, et vous lui montrez tout ce que vous allez pouvoir lui apprendre, simplement parce que lui, il est en phase d'apprentissage et en phase d'essai, et vous avez, étant donné votre âge, probablement essayé beaucoup plus de choses que lui et raté beaucoup plus aussi. Et que donc, du coup, quand il va discuter avec vous, vous allez pouvoir lui donner un feedback sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et dans ces cas-là, ça rend l'embauche extraordinairement facile et féconde. Ça paraît effectivement très très facile quand on vous écoute comme ça. Vous venez de faire paraître Changer de vie en milieu de carrière aux éditions Erol. Concrètement, vous avez développé des concepts en fait pour aider les personnes à arriver jusqu'à ce changement de vie réussi. J'ai développé des exercices. D'accord. En fait, parce que c'est pas parce que vous rêvez et que vous ne savez pas où vous voulez atterrir que vous êtes obligé de faire toute une méthodologie complète. En fait, quand vous lisez le bouquin, vous apercevez que vous pouvez effectivement avoir envie de développer l'intégralité du bouquin, mais vous pouvez aussi avoir envie d'aller faire un focus sur... j'ai différents chapitres qui s'appellent d'abord « Rechercher les influences qui vous structurent et savoir qui vous êtes ».
Ça peut être qui je suis et pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe dans mon job. La deuxième partie, ça peut être, ça j'appelle ça dessiner son rêve, c'est faire atterrir ce que vous avez envie de faire dans le futur. La troisième, ça peut être simplement reconnecter sa vie. C'est qu'est-ce qui fait que vous avez envie de quelque chose et que vous ne pouvez pas aller le chercher. Donc vous pouvez aller faire des focus à certains moments sur certaines parties de votre questionnement qui vous pose problème. La dernière partie s'appelle donner du sens à son parcours. Et ça, sur des quarantenaires, vous avez souvent le cas. Des gens qui ont fait plein de choses parce que la boîte qui les a employés leur a demandé de faire plein de jobs et que, comme ils avaient des enfants à nourrir, un prêt à payer, une femme à rassurer souvent, ou un conjoint à rassurer, c'est pas toujours une femme, ils sont restés et ils se disent maintenant j'ai un parcours qui est invendable. Ça n'est pas vrai. Il y a toujours un fil rouge, il y a toujours une histoire à raconter. Le tout, c'est de d'abord déterminer ce qu'on va dire et pourquoi. Donc redonner du sens à un parcours qui vous paraît désordonné, c'est toujours possible. Et à partir du moment où vous retrouvez ce fil rouge, c'est super vendable. Et alors, comment on fait quand on se présente pour un entretien face à un manager qui propose un poste pour lequel on a aucune compétence, c'est pas ce que je voulais dire, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a fait auparavant. Comment on se vend là-dessus? Alors, on va analyser le poste et on va regarder les compétences que la personne demande et pourquoi elle demande ce type de compétences. Et on va lui montrer que, quelque part, à un moment donné dans sa vie, on a utilisé ces compétences et on a eu des réussites. Et après, on va faire, alors c'est pas une règle qui fonctionne tout le temps, mais au moins à partir du moment où on travaille plus sur le profil, sur juste le titre du poste, mais sur qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ce poste, il faut ceci. Moi, je l'ai fait à tel moment et j'ai réussi ça, à tel autre moment et j'ai réussi ça, et à tel autre endroit et j'ai réussi ça. On commence à pouvoir engager une négociation ou une discussion. Après, elle peut donner envie, des deux côtés, mais au moins à partir du moment où vous travaillez sur des compétences et sur des réussites, donc ce qui fait le profil du job lui-même, à ce moment-là, vous rentrez dans une négociation à base d'égalité avec votre recruteur et vous pouvez susciter son intérêt et vous pouvez vous mettre dans une position où vous ne serez pas quémandeur, mais où vous pourrez discuter avec lui de savoir s'il y a une opportunité et pour lui et pour vous à ce que vous collaboriez ensemble. Et il faut pas hésiter non plus à utiliser d'autres compétences, c'est-à-dire si on a fait du bénévolat, si on a eu des activités associatives, tout ça s'en fait servir. Partie de votre ADN. Surtout qu'à 45 ans, 50 ans, normalement, on en a tous fait un peu à un moment donné. Enfin, souvent, si on a eu le temps. Et bien sûr, ces expériences-là sont des expériences complètement revendables. Si vous avez participé à des startups et que vous avez raté, ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas un entrepreneur. Les États-Unis le savent très bien. Vous avez raté une fois. C'est revendable dans une entreprise pour faire un poste salarié ou c'est revendable dans une autre entreprise qui cherche à se développer parce que quelque part, vous avez essuyé les plâtres. Et essuyer les plâtres dans un monde qui bouge et qui ne sait pas quelles seront les règles de demain, ça vaut de l'argent. Un dernier conseil avant qu'on se quitte, Mireille Garola ? N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, n'hésitez pas à imaginer votre vie de demain, parce qu'en général, si vous l'imaginez, même si ça peut vous paraître fou, c'est là où vous trouverez des chemins pour la construire. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Changer de vie en milieu de carrière aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être revenu nous voir ce matin. Merci Dominique Lemaitre d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Si vous avez pris l'émission en cours de route, si vous voulez la réécouter ou la podcaster, tout est possible sur levivrefm.com, rubrique La vie des entreprises. Bonne journée à tous. À l'écoute de Vivre FM, dans quelques minutes les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite pour un nouveau numéro de La vie des entreprises.